On est sur le point de basculer vers un autre monde. Et chacun d'entre nous peut accélérer ce basculement. En fait, on connaît tous de grands bouleversements et je dirais qu'actuellement ça s'accélère. Alors les grands bouleversements, ça va être un accident, ça va être une perte d'emploi, ça va être un licenciement, ça va être une séparation ou encore une grave maladie, une paralysie également, ou tout simplement le départ du nid des enfants pour les parents. Tout ça, ça nous amène à redéfinir nos priorités. Donc, vous voyez, déjà, ça change le monde. Mais comme si ce n'était pas suffisant, le premier confinement est arrivé. Nous avons connu une situation sanitaire qui nous amène à être confinés. Alors, le premier confinement, il a été vécu de façon, on va dire, un peu particulière. On a été surpris, c'était la première fois dans l'histoire de l'humanité que tous ensemble, au même moment, on était reliés par cette préoccupation de maintenir en vie la plupart des habitants de cette planète. Donc en même temps, tous les pays du monde se sont trouvés concernés. Et à titre individuel, on s'est retrouvés à métamorphoser nos façons de vivre. On s'est retrouvés chez nous avec les enfants, les conjoints, en télétravail, téléenseignement. Alors ça a bien sûr questionné les relations, les modes relationnels et ça nous a permis d'en enclencher d'autres. Ça a aussi généré des tensions parce que, comme on le sait, beaucoup de divorces ont suivi le confinement. Ce qui est important, c'est de voir que ce confinement nous a permis de changer notre relation au temps. D'un seul coup, le temps n'était plus rythmé par des horaires, par des impératifs qui se succèdent, puisque de toute façon, il fallait s'organiser autrement pour faire les courses. Il fallait limiter les déplacements, ce qui fait qu'au lieu de courir partout, on était chez soi la plupart du temps. Donc, redéfinir les priorités avec une nouvelle relation au temps, mais aussi une relation nouvelle à la nature, parce qu'on a redécouvert la nature qui n'a pas été maîtrisée pendant tout ce temps. Y compris dans les villes, la nature a été extraordinaire. On découvrait des arbres fruitiers à la porte de chez soi qui d'habitude étaient taillés et d'un seul coup ont pu aller jusqu'à donner des fruits. Alors après l'été, en dehors du fait qu'on s'est plus ou moins habitué à devoir mettre un masque pour sortir, on a vécu comme avant. Bien sûr, il y a eu une réadaptation avec le télétravail, avec beaucoup de choses comme le mode relationnel qui s'est fait par Internet. Mais dans le fond, on n'avait pas changé fondamentalement notre manière de vivre. Et là-dessus, le deuxième confinement que je reçois comme un rappel à l'ordre qu'il nous faut vraiment transformer les choses, penser différemment, vivre avec d'autres valeurs et d'autres priorités. Le premier confinement, on peut dire que ça a été une forme de bénédiction, un apport au niveau des relations, mais le deuxième confinement a amené un questionnement beaucoup plus profond. D'un seul coup, on s'est rendu compte de l'importance d'aller rencontrer les gens physiquement. Le télétravail a construit du désengagement, a construit de la démotivation. On a vu les projets qui n'avançaient plus, faute d'implication parce que l'information ne passe pas en totalité via Internet. C'est là qu'on voit la puissance informationnelle de nos cellules, puisque quand on est deux personnes à côté l'une de l'autre, on échange davantage d'informations
que par mail, par vidéo interposée. Alors, les conséquences, on les a vues bien sûr sur le résultat, sur le manque d'implication et sur le manque d'efficacité, ce qui nous a permis de voir que, en fait, il est plus important de consacrer son attention à construire des bonnes relations. Ça détermine davantage le succès d'une entreprise que les outils et les compétences disponibles. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont développé par exemple le téléenseignement et proposent des enseignements à distance et gratuits pour certains, mais les personnes se rendent compte qu'elles ne se nourrissent pas de cet enseignement parce qu'on n'apprend pas vraiment, on ne retient pas ce qui nous est véhiculé par un outil interposé sans cette juxtaposition des corps, c'est-à-dire des cellules qui relationnent entre elles. Outre les conséquences aussi sur la santé psychologique, l'apprentissage est vraiment quelque chose qui fait que on peut justifier aujourd'hui l'importance de nos rencontres, puisque ces rencontres nous permettent d'évoluer. On a vu la force du mimétisme à travers l'intergénérationnel, parce que à travers le fait de partager des moments de vie ensemble, on hérite ou on arrive à s'approprier des savoir-faire de nos parents. Et tout cela, ça ne peut pas passer autrement. Que se passe-t-il pour que on en arrive à un tel constat? Ce qui se passe, c'est que en fait, on a activé la peur. On a activé la peur par l'isolement, puisque ce qui nous rassure et ce qui fait qu'on peut fonctionner, qu'on peut activer notre cerveau relationnel, c'est le fait de se rencontrer. Donc si on ne se rencontre pas, on ne peut pas l'activer. Et tant qu'il n'est pas activé, cette sensation d'isolement fait qu'on active notre cerveau de la survie. Le cerveau de la survie nous permet simplement de gérer la survie, c'est-à-dire maintenir ce corps en vie et s'occuper du matériel, faire ce qu'on connaît déjà, et c'est tout. Donc pas d'innovation, pas de plaisir, puisque la caractéristique majeure d'un être humain, c'est de trouver du plaisir à apprendre et à progresser. Et puis, c'est surtout d'être dans une vie qui n'a pas de sens. On perd le sens de notre vie à partir du moment où on n'a plus de relation. La bonne nouvelle, c'est que toutes les évolutions majeures de l'humanité sont passées par des partages d'émotions grande masse. Regardez par exemple, lorsque, au lendemain des guerres, on voit les personnes inventer des nouvelles manières de vivre, enclencher des comportements différents et puis innover comme elles n'ont jamais innové auparavant. Tout simplement, elles réenclenchent la fonction relationnelle qui ouvre sur le cerveau de la mémoire. On a accès à nouveau à toute la bibliothèque d'informations de tout ce qu'on a appris et engrangé, et le cerveau de l'innovation et du plaisir. Alors, entre nous, si il faut porter le masque pour accéder à la prochaine évolution au lieu de tirer sur des congénères, j'aime autant. Moi, ça me va autant que ce soit une situation sanitaire plutôt qu'une nouvelle guerre. Alors, tout ça pour vous dire que l'émotion détermine notre relation. Pour ça, on va prendre l'exemple des enfants. Les enfants, jusqu'à 7 ans, fonctionnent en ondes θ. Alors, en ondes θ, ça veut dire qu'on est en dessous du niveau de la conscience. La conscience au sens où on l'entend, c'est-à-dire s'occuper de la matière, avoir une seule vision de la réalité, une vision très pragmatique de la réalité. C'est pour ça que les enfants sont dans le plaisir, dans le jeu, dans l'innovation. Et c'est pour ça que les enfants apprennent énormément sur les premières années de leur vie.
non seulement ils apprennent énormément, mais en même temps ils se transforment. Que c'est impressionnant de voir la vitesse de transformation d'un enfant et sa capacité d'adaptation et d'imagination. Alors pour nous aussi, les émotions et nos pensées déterminent notre niveau d'énergie. On peut continuer de limiter nos préoccupations à maintenir ce corps en vie, à gérer le matériel qu'on a autour de soi, à maintenir ce qui existe déjà dans notre façon de travailler en le transposant à travers des outils Internet pour fonctionner à distance. Mais tout ça, ça n'enclenchera pas de nouvelles émotions parce que on est simplement au niveau de la conscience. Il y a une autre façon de fonctionner. La façon de fonctionner qui est beaucoup plus large, c'est de débrancher ce cerveau-là en partie ou plutôt d'activer un autre cerveau qui se situe au niveau du cœur. Les scientifiques ont découvert en 1991 que on a chacun environ 400 000 neurones au niveau du cœur et que ce petit cerveau, comme ils l'ont appelé, constitue une seconde mémoire, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons, en fait, nous l'engrammons, nous le mémorisons à la fois dans notre tête et à la fois dans notre cœur. Seulement dans notre cœur, nous avons une mémoire qui est bien plus élargie. Elle s'élargit à un champ plus vaste. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de dualité. On n'a pas la conscience de la séparation avec le petit cerveau, avec le cerveau du cœur. Alors, ça fait que les décisions qu'on prend sont différentes. Et puis, par exemple, dans nos relations, vous êtes bien d'accord que quand on a conscience que l'autre est une partie de soi, on ne va pas mettre son énergie à entretenir des relations toxiques. C'est pour ça que, par exemple, pour décider quelque chose qui est juste à la fois pour soi et puis pour les autres, il est tout à fait opportun de fonctionner avec ce cerveau du cœur. Alors je vous ferai une prochaine vidéo pour vous expliquer comment mobiliser votre cerveau du cœur. Vous verrez, ça permet de prendre vraiment de très très bonnes décisions. Les peuples premiers ont toujours su accéder à ce champ élargi de conscience. Pour ma part, j'ai appris ça avec une tradition au Bénin. Et c'est vrai que ça fait que quand on a une préoccupation majeure, plutôt que de tomber en dépression, et ben, grâce à l'activation de ce champ de conscience, on reste serein. Des personnes comme celles qui ont fait l'expérience de la mort imminente ont aussi accédé à ce champ de conscience. Alors, ça veut dire qu'un certain nombre d'entre nous, de plus en plus nombreux, grâce au progrès de la science et notamment de la réanimation, ont accès à ce champ de conscience. Et l'avantage, c'est que on a, au bout d'un certain nombre, on a quelque chose qui s'enclenche. Alors pour vous l'expliquer, je vais vous raconter la théorie du centième singe qui a été développée par des scientifiques qui observaient une colonie de macaques sur une île du Japon. Donc un jour, ils nourrissaient ces singes et ils lançaient la nourriture qui tombait par terre. Et un jour, une banane tombe dans l'eau. Une guenon va risquer de toucher l'eau parce que, comme vous savez, les singes n'aiment pas l'eau. Et s'aperçoit que quand l'aliment est allé dans l'eau, eh ben, c'est beaucoup plus agréable à manger puisqu'il n'y a pas de sable sur la peau. Du coup, elle commence à laver ses aliments et elle enseigne ça à ses petits. D'autres petits, d'autres guenons font la même chose, d'autres guenons essayent également, les vieux macaques s'y mettent, et quelque chose de fantastique, c'est quand toute la colonie de macaques de cette île isolée du Japon s'est mise à laver ses aliments, les scientifiques se sont rendus compte que
tous les singes de cette espèce dans le monde entier, sans aucun rapport physique, ont intégré le lavage de la nourriture dans leur façon de vivre. Et en fait, ils ont reconduit ces expériences et ils ont compris que quand on est un certain nombre à avoir fait une expérience, en fait, l'ensemble de l'espèce en bénéficie. C'est pour ça que je pense que nous sommes très proches d'un réveil sur un autre monde. Nous allons basculer de polarité. Un beau jour, nous allons nous réveiller, peut-être demain, peut-être dans quelques jours, peut-être dans quelques semaines, mais je sens que c'est très proche. Nous allons nous réveiller dans un monde qui va être complètement différent parce que nous aurons la conscience élargie, c'est-à-dire que d'un seul coup, la polarité n'existera plus. Nous n'aurons plus cette dualité du cerveau cérébral qui nous limite à faire un bon ou un mauvais choix. Il y a toujours la troisième voie dont parlent les bouddhistes et avec le cerveau du cœur et la conscience élargie, on l'entrevoit. Il y aura d'autres choses qui vont faire que en fait, nos manières de vivre, nos manières de penser vont être radicalement régies par des valeurs différentes, ce qui fait que nos choix seront différents, nos priorités seront différentes. Donc vous voyez, le second confinement, il nous secoue aussi et ça nous amène à autre chose. Alors, pour accélérer cette prise de conscience, parce que c'est tellement merveilleux d'être dans ce champ de conscience élargi que j'ai envie d'apporter ma contribution, comme beaucoup d'ailleurs, il n'y a qu'à écouter les vidéos sur internet, beaucoup ont envie aussi qu'on bascule tous vers ce niveau de conscience. Et donc pour ma part, j'ai conçu un calendrier, le calendrier d'en avant vers la transition, qui est un jeu de 25 cartes avec des pratiques qui vont vous faire expérimenter des états qui vont vous rapprocher de ce champ élargi de conscience. Alors, par rapport à ça, c'est pas le jeu en soi qui est important. Et ce que je veux vous partager, c'est l'idée comment ce jeu m'est venu. Donc, deuxième confinement, mon activité se trouve à nouveau arrêtée. Alors, au lieu de lutter, qu'est-ce que je fais? Je rentre dans des états de conscience élargie pour rester sereine. Et du coup, je me dis, tiens, je vais préparer les cadeaux de Noël et pour mes fils, j'ai l'idée de leur préparer un calendrier de l'Avent avec des petites maximes pour les amener à faire des exercices différents dans leur vie de tous les jours pour les transformer de l'intérieur. Et puis, sur un prospectus, je vois qu'un support de calendrier de l'Avent va être livré dans un magasin proche de la maison. Le jour J, j'y vais et comme ces produits sont classés comme produits de non première nécessité, donc plus risqués pour transmettre le virus, vous savez bien, ils ne sont pas livrés. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je me dis, je vais inventer quelque chose du genre des petites enveloppes, quoi. Seulement, entre-temps, j'ai répondu à un appel d'offres de l'économie sociale et solidaire pour participer à un marché de Noël en ligne qui est le marché Pas Pareil. Et en fait, je suis retenue. Alors, mon calendrier d'en avant vers la transition, qu'est-ce que je vais en faire? Il faut que je concrétise quelque chose. Et l'idée d'un jeu de cartes me vient. Donc Romain, qui est mon assistant communication, conçoit les visuels et puis moi je conçois les textes et on est en train de finaliser ce calendrier d'en avant vers la transition. Alors je ne vous dis pas ça pour gagner de l'argent parce que dans le monde dans lequel nous allons, celui auquel nous allons nous ouvrir, sur lequel nous allons nous réveiller dans quelques jours ou quelques semaines, la valeur marchande n'existera plus. On transformera l'intérêt des choses, on le calculera entre guillemets en contribution à évoluer vers l'unité. Alors, mais
Ceci dit, pour l'instant, il nous faut encore des outils et puis ça me fait tellement plaisir de partager ça avec vous que pour accélérer l'évolution, je me suis dit, tiens, ben, aux 50 premiers acheteurs, je vais offrir un coaching d'une demi-heure pour les accompagner précisément sur leurs problématiques du moment et accélérer ce passage vers un état de conscience élargi. Alors, si ça vous dit de participer à cette aventure et plutôt que de lutter contre les choses, regardez, j'aurais lutté contre le deuxième confinement, j'aurais mis mon énergie sur quelque chose sur lequel je n'avais pas accès. Si j'avais lutté contre la non-livraison des calendriers de l'Avent, c'était pareil. Là, non, j'accueille. Je monte en vibration et des idées viennent et des idées qui sont alignées avec ce que l'on a à faire sur Terre, c'est-à-dire apporter sa contribution à l'unité. Alors pour accélérer ce changement de monde, ce changement de niveau de conscience, suivez-nous sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne YouTube bien sûr et aussi à la newsletter sur le site Énergie Relationnelle. Donc derrière le calendrier d'en avant vers la transition, d'autres idées sont venues. C'est pour vous dire, là, c'est le plaisir qui me conduit à travailler. C'est même pas l'appât du gain. Là, je travaille la nuit, le jour, mais je me rends même pas compte que je travaille. Je fais quelque chose qui part du cœur. Je fais quelque chose qui est juste pour moi et pour les autres. Croyez-moi, le monde vers lequel nous allons est merveilleux et j'ai envie de le partager avec vous au plus vite. J'ai besoin pour ça de votre contribution. À très très vite.